Salut à vous! Après avoir terminé ma troisième lecture de ce livre intemporel de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, j'ai eu une évidence. Je devais vous en parler. Ce livre a littéralement transformé ma façon de communiquer, que ce soit dans mes relations personnelles, professionnelles ou même avec moi-même. Et honnêtement, j'aurais aimé qu'on m'enseigne tout ça bien plus tôt. Alors, j'ai décidé de vous offrir ma propre synthèse en format audio, chapitre par chapitre. Pourquoi? Parce que chaque chapitre regorge des pépites et je veux que vous puissiez tirer un maximum de valeur sans rien rater. Que vous soyez entrepreneur, parent, étudiant, manager ou juste curieux, vous allez découvrir des principes simples, puissants et profondément humains qui peuvent améliorer toutes vos relations dès aujourd'hui. Préparez-vous à écouter, à réfléchir et surtout à appliquer. C'est parti pour un voyage passionnant à travers l'un des livres les plus influents de tous les temps. Première partie. 3 techniques fondamentales pour influencer les autres. Chapitre 1. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Ce chapitre s'ouvre sur une scène de chasse à l'homme spectaculaire, celle de Tugon Crawler, un gangster qui tue sans pitié, mais qui se considère pourtant comme un cœur là, mais bon. Ce contraste entre la violence de ses actes et l'image qu'il a de lui-même introduit la grande leçon du chapitre. Même les pires criminels ne se croient pas coupables. Dale Carnegie ici illustre que la critique est inutile et nuisible, car elle pousse l'être humain à se justifier, à se défendre et à entretenir de la rancune. Que ce soit Al Capone, qui se voyait comme un bienfaiteur incompris, ou alors le ministre Fall, corrompu mais sûr de son innocence, tous illustrent cette vérité humaine. Personne ne se croit véritablement fautif. À travers l'histoire d'Abraham Lincoln, Carnegie démontre comment la sagesse et la retenue face à l'erreur d'autrui forgent un grand leader. Lincoln, après une jeunesse marquée par la critique acerbe, apprend à retenir ses jugements. Même dans la guerre, il choisit la compréhension plutôt que la condamnation, allant jusqu'à ne jamais envoyer une lettre de reproche à son général Meade. D'autres figures comme Benjamin Franklin qui décidèrent de dire tout le bien qu'il savait de chacun, ou encore le pilote Bob Hoover qui, au lieu de punir un mécanicien fautif, lui redonna confiance, renforce cette idée. L'indulgence se construit plus que la critique. Enfin, Carnegie partage le célèbre test Les pères oublient, une lettre poignante d'un père repentant face à ses reproches injustes envers son enfant. Ce passage profondément humain rappelle que derrière nos critiques se cachent souvent des attentes déplacées. Conclusion du chapitre. Avant de critiquer les autres, corrigeons-nous nous-mêmes. Comprendre les autres est un exercice d'humanité. Comme le dit Carnegie, Dieu lui-même ne veut pas juger l'homme avant la fin de ses jours. Point clé du chapitre 1. Même les criminels les plus endurcis se justifient à leurs propres yeux. 2. La critique est vaine, elle génère la défensive, rancune et inefficacité. 3. Critiquer ne change pas durablement le comportement. 4. Les plus grands leaders évitent la critique directe. 5. Les reproches creusent les rancunes durables. 6. Une personne n'est pas un être logique, mais un être émotionnel. 7. Corriger les autres commence par se corriger soi-même. 8. L'empathie permet d'éviter les conflits et d'élever les relations. 9. Le pouvoir des émotions positives l'emporte sur la correction. Principe 1 de Dale Carnegie. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Chapitre 2. Le grand secret des relations humaines. Il n'existe qu'un seul moyen efficace d'amener quelqu'un à agir. Susciter en lui le désir d'agir. Tout commence par cette idée essentielle. On ne peut pas forcer durablement, mais on peut inspirer profondément. Selon Freud, nos actes sont guidés par 2 désirs. Le désir sexuel et le désir d'être reconnu. Pour John Dewey, le désir d'être important est le moteur central de la nature humaine. Ce besoin est aussi fondamental que manger ou dormir, mais il est bien plus rarement satisfait. À travers de nombreuses anecdotes, Dale Carnegie démontre la puissance de ce besoin d'être valorisé. Son propre père, fier de ses rubans agricoles, même si ses porcs s'en moquaient. Lincoln, qui s'élevait grâce à une caisse de vieux livres. Rockefeller, qui bâtit un hôpital
et Dillinger qui crie « C'est moi, Dillinger », en pleine cavale, deux façons opposées d'affirmer son importance. Carnegie donne aussi des exemples profonds et émouvants, comme cette femme devenue invalide pour obtenir de l'attention, ou cette patiente internée qui se croit mariée à un lord anglais, car la réalité ne lui offrait aucune reconnaissance. Puis vient le tournant du chapitre de Charles Schwab, qui est payé $1 million par an, non pas pour ses compétences techniques, mais pour sa capacité à inspirer, encourager et féliciter. Ces paroles: je considère mon pouvoir d'éveiller l'enthousiasme chez les hommes comme mon capital le plus précieux. Schwab ne critiquait jamais, il valorisait toujours. Même Carnegie écrivait dans son épipathe: ici repose un homme qui sut s'entourer d'êtres plus intelligents que lui. Et Rockefeller, loin de fustiger les erreurs, félicitait ses collaborateurs pour ce qu'ils avaient réussi à sauver. Le chapitre s'achève sur des exemples très concrets et modernes. Une femme félicitant un gardien inefficace qui finit par devenir irréprochable. Un mari qui, au lieu de critiquer sa femme comme elle le demandait, lui envoie 6 roses avec ce mot: impossible de trouver 6 points à améliorer, je t'aime tel que tu es. Et aussi, cette anecdote touchante du professeur qui demande à un enfant aveugle, Stevie Morris, de retrouver une souris grâce à son ouïe fine. Ce fut le point de départ de la carrière de Stevie Wonder. Ce chapitre est un vibrant appel à remplacer la critique par l'éloge sincère, à nourrir l'amour propre de ceux qui nous entourent et à comprendre que chaque être humain a besoin de se sentir important. Point clé du chapitre 1. On ne peut influencer que par le désir, pas par la force. La menace produit l'obéissance temporaire, mais jamais l'engagement sincère. 2. Le besoin d'être reconnu est plus fort que la faim. C'est ce qui pousse les gens à créer, à bâtir, à briller ou même à devenir fous. 3. Faites sentir aux autres qu'ils sont importants. Comme le dit William James, le principe le plus profond de la nature humaine, c'est la soif d'être apprécié. 4. Complimentez honnêtement, sincèrement, sans flatterie. La flatterie est fausse, creuse, intéressée. L'éloge sincère, lui, le transforme. 5. Les gens s'épanouissent par la reconnaissance. Schwab, Carnegie, Rockefeller, Ziegfeld, tous ont bâti leur leadership sur l'encouragement. 6. Exprimez votre admiration en public comme en privé. Dans votre couple, au travail, même dans un restaurant, un mot juste vaut de l'or. 7. L'éloge sincère est une manière de vivre. C'est le miel des relations humaines. Principe 2 de Dale Carnegie: complimentez honnêtement et sincèrement. Chapitre 3. Qui en est capable a le monde avec lui, qui ne l'est pas reste seul. Ce chapitre met en lumière une aptitude essentielle dans les relations humaines: savoir écouter et s'intéresser sincèrement aux autres. Dale Carnegie démontre que, dans une époque où chacun veut être entendu, ceux qui savent écouter deviennent naturellement appréciés, recherchés et influents. L'auteur part d'un constat simple mais puissant. Vous pouvez gagner plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans à essayer d'attirer l'intérêt sur vous-même. C'est une règle d'or. La capacité à s'intéresser sincèrement aux gens, à poser des questions sur ce qui les passionne, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, est l'un des meilleurs moyens de créer un lien solide. Carnegie illustre cela avec une anecdote personnelle. Invité à une soirée, il passe la soirée à écouter un inconnu parler longuement de lui-même. Le lendemain, cet homme le décrit comme un interlocuteur brillant, alors que Carnegie n'a presque pas dit un mot. Le secret, il a écouté avec attention et intérêt. Ce chapitre contient aussi une critique indirecte de l'égocentrisme. Vouloir que tout tourne autour de soi est contre-productif. La vraie force sociale, c'est de sortir de soi pour donner de la valeur à l'autre. Les gens aiment parler de ce qui les anime. Ils cherchent une oreille attentive, pas un donneur de leçons. Carnegie nous invite à poser des questions ouvertes, à être présent dans la conversation et à valoriser les propos des autres par notre écoute active. Cela renforce l'estime de soi, renforce l'estime de l'autre, lui montre qu'il a de l'importance, qui est un besoin fondamental évoqué dans le chapitre précédent. Enfin, l'auteur rappelle que les grands leaders, les vendeurs à succès, les amis les plus aimés sont souvent ceux qui savent écouter avec empathie.
Dans un monde où tout le monde veut parler, écouter est un pouvoir. Point clé, leçon centrale. Vous pouvez gagner plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans à essayer d'attirer l'intérêt sur vous-même. L'écoute sincère est une âme relationnelle puissante. Elle nourrit l'ego de l'autre et crée de la connexion authentique. Posez des questions sur les centres d'intérêt de votre interlocuteur. Évitez de ramener la conversation à vous. Paradoxalement, parler peu et écouter beaucoup fait de vous un interlocuteur apprécié. Les grands communicants sont souvent ceux qui parlent peu mais écoutent beaucoup. Principe 3 de Dale Carnegie, motivez souvent pour faire ce que vous proposez. Deuxième partie, 6 moyens de gagner la sympathie des autres. Chapitre 4, pour être partout le bienvenu. Ce chapitre ouvre la deuxième partie du livre et repose sur une idée maîtresse. Pour être apprécié et créer des liens authentiques, il faut s'intéresser sincèrement aux autres. Dale Carnegie commence avec une image touchante, celle de Tippy, son chien d'enfance qui savait plaire sans avoir lu aucun traité de psychologie. Il aimait les gens spontanément et on l'aimait en retour. Ce comportement simple mais sincère illustre ce que trop de gens oublient. Les autres s'intéressent avant tout à eux-mêmes. Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. L'auteur souligne à quel point nous sommes naturellement centrés sur notre propre personne, comme le prouve l'étude menée par la compagnie de téléphones de New York où le mot le plus utilisé était « je ». Le chapitre regorge d'histoires puissantes et d'exemples pratiques. Thurston, le magicien à succès, qui répétait avant chaque spectacle « J'aime mon auditoire ». Cette attitude mentale positive et sincère était la clé de son charme. Theodore Roosevelt, apprécié même de ses domestiques, savait se souvenir des détails personnels et appelait les gens par leurs prénoms. Un geste simple mais profond. George Dick, violoniste amateur, s'est rendu populaire non par son talent, mais par l'intérêt sincère qu'il portait à la vie des musiciens qu'il rencontrait. Ce principe dépasse la simple sympathie. Il est efficace dans les affaires, la politique ou la vente. Exemple, Edward M. Skyke a conservé un client parce qu'il disait bonjour au vendeur. Charles R. Walter, analyste financier, a obtenu des informations précieuses après avoir offert des timbres pour le fils de son interlocuteur. M. Calf, vendeur de charbon, a conquis un client important en demandant un conseil sincère au lieu de tenter une vente. L'auteur montre aussi que cet intérêt sincère demande un effort, mais il produit des résultats durables. Comme le prince de Galles, qui a appris l'espagnol pour parler aux Sud-Américains, ou l'exemple bouleversant de Martin Ginsberg, un enfant hospitalisé à Noël, réconforté par une infirmière qui partagea son dîner et sa soirée, laissant un souvenir impérissable. Enfin, Carnegie insiste sur la sincérité. Témoigner de l'intérêt à autrui doit être appliqué avec une totale sincérité. Les points clés du chapitre. Leçon de Tippy. Aimer les autres naturellement incite les autres à vous aimer. Intéressez-vous sincèrement aux gens, à leur passion, à leur vie, à leur histoire. L'ego domine les pensées des gens. Ils pensent à eux du matin au soir. Thurston, Roosevelt, Sykes, Walters, tous montrent que l'intérêt sincère est un levier de persuasion et d'influence. Se souvenir des détails personnels, comme un anniversaire, a un impact fort. La sincérité est essentielle. Flatter sans croire à ce que l'on dit est inutile, voire nuisible. Principe numéro 4. Intéressez-vous réellement aux autres. Chapitre 5. Un moyen facile de faire une bonne première impression. Dale Carnegie dévoile ici l'une des armes les plus puissantes mais sous-estimées pour créer une bonne impression dès le premier contact. Le sourire. Il raconte une soirée mondaine à New York où une femme riche portait des perles et des diamants mais abhorrait un visage fermé, dur. Ce contraste illustre la vérité suivante. L'expression d'un visage est bien plus importante que ce qu'on porte sur le dos. Carnegie donne de multiples exemples. Charles Schwab disait que son sourire lui avait rapporté des millions. Son charme, sa chaleur humaine faisaient de lui un leader apprécié. Maurice Chevalier, d'abord morne en privé, illuminait la pièce dès qu'il souriait.
Sans ce don, il serait peut-être resté simple ébéniste à Paris. Même les bébés ou les chiens déclenchent en nous de la sympathie par le sourire spontané et sincère. Le sourire dit « Vous me plaisez, je suis content de vous voir ». Mais attention, il ne s'agit pas d'un sourire mécanique ou fin. Il doit être lâche, sincère, rayonnant, sinon il irrite. Les histoires concrètes renforcent ce principe. Un bébé dans une salle d'attente, par son sourire, transforme une pièce tendue en lieu de conversation joyeuse. Les compagnies de téléphone forment leurs employés à sourire au téléphone, car cela s'entend dans la voix. Un recruteur à Cincinnati a gagné un candidat convoité uniquement parce qu'il avait souri avec sincérité au téléphone. Le sourire, explique Carnegie, fait partie d'une attitude mentale plus vaste. Le plaisir dans le travail, la joie de vivre, l'ouverture aux autres. Si vous n'avez pas envie de sourire, forcez-vous. Petite astuce, il suffit de dire rapidement 3 fois « super, super, super » et vous allez sourire naturellement. C'est là qu'intervient William James, professeur à Harvard. En menant une action, nous influençons nos pensées. Agir joyeusement nous rendra joyeux. Carnegie cite également le témoignage émouvant de William Streetheart, agent de change qui transforme sa vie en adoptant l'expérience du sourire pendant 1 semaine. Son couple, ses relations de voisinage, son travail, tout change. Quand vous souriez, vous vous humanisez. Enfin, une belle anecdote. Des enfants handicapés, malgré la souffrance, retrouvent le sourire et la joie. Quand un jeune comprend qu'il sera infirme toute sa vie, il est abattu d'abord. Puis, il s'habitue et vit aussi heureux qu'un autre. En conclusion, le sourire est un levier universel de chaleur humaine. Il ne coûte rien, mais il change tout. Point clé du chapitre. Le sourire est la première impression que vous laissez. Il exprime chaleur, intérêt, bienveillance sans mots. Un sourire sincère, c'est un outil de persuasion, d'amitié et d'influence. Charles Schwab, Maurice Chevalier, Roosevelt, tous en ont fait un atout de maître. Agir joyeusement crée des pensées joyeuses. Citation de William James, l'action façonne la pensée. Souriez même si vous n'en avez pas envie. L'attitude précède l'émotion et l'influence. Un sourire transforme l'ambiance autour de vous. Dans le couple, au travail, en public, c'est un catalyseur humain. Citation chinoise. L'homme qui ne sait pas sourire ne peut pas ouvrir une échoppe. Principe numéro 5. Ayez le sourire. Chapitre 6. Si vous n'observez pas ce principe, tant pis pour vous. Ce chapitre repose sur une vérité simple, mais souvent négligée. Le nom d'une personne est à ses yeux le son le plus doux et le plus important. Dale Carnegie illustre cette idée à travers des récits puissants, en commençant par Jim Farley, fils d'un ouvrier mort tragiquement. Devenu politicien influent, Farley bâtit sa carrière sur une mémoire prodigieuse des noms. Il pouvait en retenir jusqu'à 50 000. Lors des campagnes politiques, il écrivait à chaque contact personnellement en commençant ses lettres par leur prénom. Résultat, une popularité écrasante et une efficacité redoutable. Autre exemple marquant, Andrew Carnegie, le roi de l'acier. Enfin, il a compris l'impact émotionnel des noms en baptisant ses lapins du nom de ses camarades, gagnant ainsi leur engagement. Adulte, il applique la même stratégie en nommant une usine J. Edgar Thomson Works pour flatter un client stratégique. Plus tard, il cédera même à George Pullman le nom de leur entreprise fonctionnée, Pullman Palace Car Company, pour conclure un contrat majeur. Plus largement, Carnegie montre que mémoriser et prononcer correctement le nom des gens crée un lien puissant, valorise l'autre et peut même décider de l'issue d'une négociation. Des témoignages contemporains appuient ce point. Un président de banque texan souligne qu'ignorer les noms est un signe de négligence professionnelle. Une hôtesse de l'air gagne la fidélité des passagers rien qu'en les appelant par leur nom. Franklin Delano Roosevelt, pourtant surchargé, trouvait le temps de retenir les noms de ses mécaniciens ou assistants, leur montrant qu'il comptait. Même Napoléon III avait une méthode. Lorsqu'il ne saisissait pas un nom, il le redemandait, l'épelait, le répétait à voix haute et l'associait à un visage. En bref, ne pas se souvenir d'un nom
c'est ignorer l'identité même de la personne. Carnegie conclut avec ce rappel fondamental. La courtoisie est faite de petits sacrifices. Même les effets de ces efforts sont immenses en retour. Se souvenir d'un nom, c'est faire sentir à quelqu'un qu'il est vu, qu'il est reconnu et qu'il est unique. Point clé du chapitre. Se souvenir du nom d'une personne, c'est valoriser son identité. C'est le meilleur moyen de flatter sans flatterie. Ceux qui réussissent dans les affaires, la politique ou les relations humaines maîtrisent cet art. Que ce soit Jim Farley, Roosevelt, Carnegie ou Napoléon III en sont la preuve. Il existe des méthodes simples pour mémoriser un nom. Le redemander, l'écrire, l'associer à un visage, le répéter et y prêter attention. Une communication personnalisée fait toute la différence. Un bonjour, monsieur Dupont, vaut 1000 phrases génériques. Appeler quelqu'un par son nom est un acte de reconnaissance et de respect. Principe 6. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Chapitre 7. Voulez-vous que votre conversation soit appréciée? C'est très facile. Dans ce chapitre, Dale Carnegie dévoile un secret fondamental de toute conversation agréable. Pour être un bon causeur, il faut surtout être un bon auditeur. Il l'illustre avec une anecdote personnelle. Lors d'une soirée de bridge, une femme l'invite à raconter ses voyages. Il retourne la question et l'encourage à parler de son propre périple en Afrique. Elle parle avec passion pendant 45 minutes, heureuse de partager ses souvenirs. À aucun moment, elle ne revient sur le voyage de Carnegie. Elle voulait simplement être écoutée. Ce comportement est universel, comme le dit Carnegie. Tous les hommes aiment à discuter quand on les écoute avec intérêt. Une autre soirée offre un exemple similaire. Un botaniste passionné capte l'attention de Carnegie pendant toute une soirée. Ce dernier ne dit presque rien, se contente d'écouter attentivement. Et pourtant, à la fin, le botaniste le qualifie de brillant causeur. Écouter un homme de cette manière, c'est lui faire le plus flatteur des compliments. Il cite Charles W. Eliot, président de Harvard, maître de l'art d'écouter. Assis droit, silencieux, concentré, écoutant autant avec les yeux qu'avec les oreilles. La personne qui lui avait parlé avait le sentiment qu'il avait tout compris. Et pourtant, ajoute Carnegie avec ironie, on voit des entreprises prêtes à investir des fortunes en publicité, mais qui engagent des vendeurs incapables d'écouter un client. Des histoires poignantes renforcent le message. Une cliente insatisfaite qu'une vendeuse refuse d'écouter manque de quitter un magasin à jamais. Elle est retenue par un chef de rayon qui l'écoute vraiment et qui règle le problème avec bienveillance. Le témoignage d'un fils à sa mère. Maman, je sais que tu m'aimes car tu arrêtes ce que tu fais pour m'écouter. Même dans les situations tendues ou conflictuelles, écouter désamorce les tensions. Un client irascible contre la compagnie de téléphone se calme totalement après 4 visites d'un représentant qui ne fait que l'écouter. Un homme furieux chez Detmet et compagnie change d'attitude après avoir été écouté et compris. Il règle sa dette, passe commande et baptise son fils du nom du patron. L'auteur évoque aussi l'extraordinaire Edward Bock qui devint un grand éditeur simplement en écoutant les plus grands de son époque dès l'adolescence. Même Lincoln n'avait pas besoin de conseils pour prendre une décision historique. Il voulait simplement un ami pour l'écouter et se vider la tête. Enfin, Carnegie conclut avec humour mais fermeté. Si vous voulez que les gens vous méprisent, n'écoutez jamais, coupez la parole et parlez constamment de vous. Point clé du chapitre. Écouter avec attention, c'est une meilleure compliment à offrir. Cela flatte l'ego de l'autre, crée une relation et vous rend inoubliable. L'autre s'intéresse 100 fois plus à lui qu'à vous. Ces petits problèmes comptent plus que les grands drames du monde. Écouter, ce n'est pas se taire. C'est une activité mentale et émotionnelle profonde. Écouter désarme la colère. Des clients mécontents changent d'attitude dès qu'on leur offre une oreille sincère. Citation de Nicholas Murray Butler. L'homme qui ne pense qu'à lui est irrémédiablement mal élevé. Principe 7. Sachez écouter. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Chapitre 8. Comment s'intéresser aux autres. Chapitre 8. Comment intéresser les autres.
Ce chapitre met en lumière une stratégie simple et puissante pour captiver l'attention d'autrui. Parler aux gens de ce qui les intéresse. Dale Carnegie commence par l'exemple emblématique de Theodore Roosevelt qui étudiait soigneusement les centres d'intérêt de ses invités la veille de leur rencontre afin de pouvoir en discuter avec eux. Ce souci sincère de leur passion faisait de lui un interlocuteur apprécié de tous. Cette capacité à s'intéresser à ce qui compte pour l'autre est au cœur des relations humaines. Le professeur William Lyon Pepys raconte comment, enfant, il a été marqué par un visiteur qui ne parlait que de bateaux, sa passion de l'époque, alors que cet homme n'y connaissait rien. Pepys a retenu toute sa vie cette leçon. Il a parlé de ce qui me plaisait, donc il m'a plu. Le chapitre enchaîne plusieurs témoignages concrets. Edward Califf, militant du scoutisme, obtient un financement généreux pour ses garçons en parlant d'abord d'un chèque géant que son interlocuteur avait signé. Il s'est intéressé à ce qui fascinait le donateur avant de faire sa demande. Henry Duvenoy, après 4 ans d'échecs pour vendre son pain à un hôtelier, réussit enfin en évoquant l'association hôtelière dont ce dernier était président. Il a compris que le passionné valait mieux que le convaincre. Edward Harriman, jeune chercheur d'emploi, parvient à décrocher un poste grâce à une approche fine et ciblée. Il passe par la secrétaire du patron, identifie ses leviers émotionnels, puis entre en entretien avec une promesse de valeur pour l'autre. Il ne parle pas de lui, mais de ce qu'il peut apporter à son interlocuteur. À travers ces histoires, Carnegie insiste. Parler aux gens de ce qui les anime est un levier de sympathie, de confiance et de coopération. Il cite enfin Howard Hedzik, expert en communication interne, qui résume l'idée. S'intéresser aux gens élargit vos horizons et enrichit vos relations. Point clé du chapitre. Le secret pour intéresser quelqu'un, parler de ce qui l'intéresse, pas de vous. Roosevelt étudiait ses invités à l'avance pour mieux les toucher. Même un enfant perçoit l'authenticité de l'intérêt qu'on lui porte. Les relations d'affaires se débloquent quand on touche la passion personnelle de l'autre. Cherchez ce qui motive les gens, valeurs, fierté, objectifs, avant de présenter votre demande. Ce n'est pas de la manipulation, mais un échange sincère basé sur la curiosité et l'écoute. Principe 8. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Chapitre 9. Comment plaire instantanément. Dale Carnegie nous montre ici que le moyen le plus rapide de plaire à quelqu'un, ce n'est pas de chercher à briller soi-même, mais de lui faire sentir qu'il est important, sincèrement et sans attente. Le chapitre s'ouvre sur une anecdote anodine, mais révélatrice. À la poste, Carnegie remarque un employé morose et décide de lui faire un compliment sincère sur sa chevelure. Résultat, le visage s'éclaire, la conversation devient chaleureuse et l'employé repart manifestement touché. Ce geste désintéressé lui a procuré une joie durable et lui est également à l'auteur. Carnegie insiste, un compliment sincère n'est pas une flatterie. C'est un don gratuit, désintéressé, fondé sur une observation réelle. Il exprime un respect profond pour ce qu'est l'autre. Il introduit ensuite la règle d'or universelle qu'on retrouve chez tous les sages et maîtres spirituels à travers les âges. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Nous avons tous soif de reconnaissance. Nous voulons être vus, compris, appréciés. Ce besoin n'est ni égoïste, ni superficiel, il est profondément humain. En plus, nous offrons ce sentiment d'importance à autrui, plus nous créons des liens solides. Les exemples se multiplient. Al Cain, devenu célèbre écrivain grâce à une lettre admirative envoyée à un poète. Chris, un étudiant réservé, métamorphosé par la simple remarque d'un professeur qui croit en lui. Mr. R, avocat anonyme, gagne l'affection d'une vieille tante éloignée par son intérêt sincère pour sa maison. Il reçoit un pancart en cadeau. Un architecte paysagiste, par une simple remarque sur les chiens d'un client, obtient son amitié et un chiot de concours. James Adamson, censé ne rester que 5 minutes dans le bureau de George Hetzman, finit par partager 2 heures de confidence intime avec lui, grâce à un intérêt sincère pour le décor et l'histoire personnelle du magnat de Kodak. En France aussi,
Claude Marais, restaurateur à Rouen, sauve la relation avec une employée clé en lui rappelant publiquement son importance dans le bon fonctionnement de l'établissement. Ce qu'elle attendait n'était pas une augmentation de salaire, c'était de la reconnaissance. Point clé du chapitre. Un compliment sincère et désintéressé peut illuminer la journée de quelqu'un. Tous les humains ont besoin de se sentir importants et ce besoin est universel. Faites sentir aux autres qu'ils comptent pour vous, cela transforme les relations. La règle d'or est intemporelle. Faites aux autres ce que vous aimerez recevoir. Des gestes simples, merci, écoute, admiration, reconnaissance ouvrent des portes, parfois même des portes millionnaires. Principe numéro 9. Faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Troisième partie. 12 moyens de rallier les autres à votre point de vue. Chapitre 10. Que gagnez-vous à argumenter? Dale Carnegie ouvre ce chapitre avec une anecdote personnelle. Lors d'un banquet, il corrige un invité qui attribuait une citation de Shakespeare à la Bible. L'auteur voulait briller par son érudition, mais un ami à sa gauche, spécialiste de Shakespeare, soutient publiquement l'erreur de l'invité, lui donnant discrètement un coup de pied sur la table. Pourquoi? Parce qu'il était invité et qu'aucun bon résultat ne pouvait venir d'une querelle stérile. Évitez toujours les querelles. C'est la grande leçon de ce chapitre. Carnegie reconnaît avoir longtemps aimé argumenter. Il dirigeait même un cours de dialectique et voulait écrire un livre sur l'art de convaincre. Mais après des années d'expérience et d'échecs, il en arrive à une vérité simple. Le seul moyen de gagner une discussion est de ne pas la commencer. Pourquoi? Parce que 9 cas sur 10, personne ne sort réellement vainqueur. Même si vous avez raison et que vous gagnez, la joute véritable, vous blessez l'orgueil de votre adversaire qui ne changera pas d'avis ou alors à contre-cœur. Un homme convaincu contre son gré garde toujours le même avis. Il illustre ce principe avec plusieurs histoires. Patrick O'Hare, ancien vendeur agressif, perdait ses ventes parce qu'il adorait avoir le dernier mot. Après avoir appris à se taire et à accepter les points de vue adverses, il devient le meilleur vendeur de sa société. Frédéric Parson, face à un inspecteur des impôts obtus, abandonne les arguments logiques pour valoriser sincèrement l'expérience de l'inspecteur. Ce dernier change alors de posture et annule l'imposition contestée. Carnegie cite aussi Bouddha. Ce n'est jamais la haine qui met fin à la haine, mais l'amour. Il rappelle les conseils du président Lincoln. Mieux vaut céder le passage à un chien que d'être mordu. Même si vous le tuez, vous resterez blessé. Puis, viennent des recommandations pratiques pour gérer le désaccord intelligemment, issues de la revue The Beat and Peace. Ne suivez pas votre première impulsion défensive. Écoutez sans interrompre. Recherchez les points d'accord. Soyez honnête sur vos propres erreurs. Remerciez votre contradicteur pour son implication. Proposez une pause ou un ajournement du débat. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je cherche à résoudre ou à avoir raison? Enfin, Carnegie close sur une magique citation du ténor John Spears qui, après 50 ans de mariage, dit « Quand l'un de nous hurle, l'autre est tenu d'écouter. Deux personnes ne peuvent pas parler en même temps, ce n'est que du bruit. » Point clé du chapitre. Les controverses ne mènent à rien de bon. Même si vous avez raison, vous perdez un lien ou une opportunité. Apprenez à vous taire quand l'ego voudrait s'imposer. L'écoute calme est plus puissante qu'un argument. Laissez l'autre s'exprimer sans défense favorise la compréhension. Valoriser votre interlocuteur désarme la tension. Réfléchir, différer, écouter, remercier, les vraies armes de la diplomatie. Principe 10. Évitez les controverses. Seul moyen d'en sortir vainqueur. Chapitre 11. Un moyen infaillible de se faire des ennemis. Comment l'éviter? Dans ce chapitre, Carnegie explore un autre comportement destructeur. Dit à quelqu'un qu'il a tort. Il s'appuie sur la psychologie humaine. Personne n'aime être corrigé, car cela touche à son amour propre. Il recommande plutôt d'aborder les désaccords avec douceur, ouverture et modestie, en suggérant qu'on pourrait soi-même se tromper. Des exemples célèbres viennent appuyer cette approche.
Benjamin Franklin, qui abandonna son ton dogmatique pour devenir un maître de la diplomatie. Un avocat qui perdit un procès pour avoir trop rudement corrigé un juge. Ou encore, une responsable qui apprit à faire adopter ses idées en les laissant émerger des autres plus qu'en les imposant. L'auteur montre aussi que la flatterie sincère, le respect des opinions contraires et la capacité à reconnaître ses erreurs sont des leviers puissants pour gagner l'adhésion. Point clé du chapitre. Ne commencez jamais par prouver que l'autre a tort. Adoptez un ton humble. Je peux me tromper. Examinons cela ensemble. Dire à l'autre qui se trompe provoque résistance et défense. On change plus volontiers d'avis quand on se sent respecté. Laisser à l'autre le mérite d'une idée est plus stratégique que de s'imposer. Principe 11. Respectez les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Chapitre 12. Que faire quand vous avez tort? Ce chapitre nous enseigne une puissante vérité comportementale. Admettre ses torts avec sincérité, promptitude et énergie permet de désarmer les tensions, de gagner le respect et souvent de retourner une situation conflictuelle à son avantage. Dale Carnegie ouvre sur une anecdote personnelle dans un parc avec son chien Rex, confronté à un gendarme pointilleux. Plus que de se défendre, il reconnaît immédiatement sa faute. Résultat, l'agent se montre magnanime. Cette attitude d'humilité désarme plus sûrement qu'un argumentaire défensif. À travers plusieurs histoires vécues, publicités, relations professionnelles, familiales, militaires, l'auteur démontre que reconnaître ses erreurs crée un espace pour la bienveillance, la réconciliation, voire l'admiration. Il cite encore une fois de plus Benjamin Franklin, le général Lee ou encore Albert Hubbard, qui ont tous su faire preuve d'humilité et de courage moral. Un moment marquant du chapitre est le témoignage poignant d'un père chinois, ancien drogué, qui brave la tradition pour demander pardon à son fils. Ce geste de vulnérabilité, inspiré par l'entraînement Carnegie, rétablit des liens familiaux perdus. Le message est simple et fort. Reconnaître ses erreurs n'est pas une faiblesse, mais une preuve de maturité émotionnelle. Point clé du chapitre. L'humilité désarme plus que la justification. En reconnaissant son erreur de façon honnête et ouverte, on désamorce le conflit et on gagne le respect de l'autre. Avouer ses torts avant qu'on ne les reproche est stratégique. Cela coupe court à la critique et pousse l'interlocuteur à la clémence, comme illustré par l'anecdote du gendarme à Forest Park. Se blâmer soi-même est souvent plus efficace que d'attendre le blâme. Exemple du dessinateur Ferdinand Warren qui retourne un client irascible en assumant pleinement sa faute. Le courage d'avouer une erreur renforce la dignité. Le général Lee, après une défaite, en assume la totale responsabilité au lieu de blâmer les subordonnés. L'aveu sincère rapproche et réconcilie. Témoignage d'un père chinois qui, en s'excusant auprès de son fils malgré la tradition, reconstruit un lien familial perdu. Même dans la culture du leadership ou du débat, la modestie touche davantage. Albert Hubbard répond aux critiques virulentes avec une humilité désarmante qui transforme des ennemis en amis. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. On obtient plus en s'opposant, bien davantage qu'en concédant. Le blâme que nous infligeons nous-mêmes est plus acceptable que celui qu'on impose aux autres. Tout cela est de ma faute. Moi seul suis responsable de cette défaite. Général Robert Lee, après la charge ratée à Gettysburg. Principe 12. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Chapitre 13. C'est par le cœur qu'on parvient à l'esprit. Dans ce chapitre, Dale Carnegie met en lumière une vérité universelle, mais souvent négligée. Les conflits ne se règlent pas par la force ou la confrontation, mais par la douceur, la compréhension et l'amitié. L'idée centrale est que pour convaincre ou influencer, il faut commencer de façon amicale. La colère peut soulager celui qui l'exprime, mais elle braque immédiatement son interlocuteur. Inversement, une approche chaleureuse désarme et ouvre le dialogue. Woodrow Wilson l'illustre parfaitement. Si quelqu'un vient vers moi, avec les poings serrés, mes poings se renferment aussitôt. Mais s'il me tend la main pour discuter, nous trouverons un terrain d'entente. Carnegie développe ensuite cette idée à travers plusieurs exemples puissants. John D. Rockefeller Jr.
dans un contexte de grève violente, transforme l'hostilité en coopération grâce à un discours d'une humanité touchante. Il se présente non comme un patron lointain, mais comme un ami sincère, soucieux des conditions de vie de ses ouvriers. Robert F. Black, patron d'une entreprise confrontée à une grève, choisit l'humour et la bienveillance en fournissant des équipements sportifs aux grévistes. Résultat, ambiance détendue, propreté restaurée et négociations réussies. Messieurs Strop, locataire souhaitant une baisse de loyer, choisit de commencer par des compliments sincères au lieu des menaces. Cela provoque une réaction favorable de son propriétaire qui accepte sa demande avec bienveillance. D'autres témoignages soulignent que cette stratégie fonctionne aussi bien en entreprise, Dingwalk Cook, service électrique, en affaires, Gerard Wynne, suite à un dégât des eaux, ou dans la consommation, F. Connor avec son concessionnaire automobile. Carnegie conclut avec une fable d'Ésope. Le vent et le soleil parient pour faire retirer son manteau à un homme. Le vent souffle violemment, sans succès. Le soleil, lui, rayonne de chaleur et l'homme se dévers de lui-même. Leçon. La douceur est toujours plus efficace que l'agression. Point clé du chapitre. La colère bloque, la bienveillance ouvre. On ne peut rallier personne à sa cause en l'attaquant. Seule l'attitude amicale touche le cœur et prépare l'esprit. Un ton doux désarme la méfiance. Comme Rockefeller avec ses ouvriers, il faut parler comme à des amis, même à ses détracteurs. La reconnaissance et les compliments sincères créent un climat favorable. Avant de demander, il faut d'abord donner. Respect, gratitude, intérêt. L'approche douce transforme même les situations conflictuelles. De la négociation des loyers à la résolution de litiges, la méthode fonctionne dans toutes les sphères de la vie. Une vieille vérité. Une goutte de miel attire plus de mouches qu'une pinte de fiel. Principe numéro 13. Commencer de façon amicale. C'est par le cœur qu'on parvient à l'esprit. Une goutte de miel attire plus qu'une mouche. Une goutte de miel attire plus de mouches qu'une pinte de fiel. Abraham Lincoln. Si vous voulez, à moi, avec les poings serrés, les miens se renfermeront aussi. Woodrow Wilson. Nous nous voyons ici, non comme des adversaires, mais comme des amis. John D. Rockefeller. Chapitre 14. Le secret de Socrate. Ce chapitre met en lumière une stratégie de persuasion aussi simple qu'efficace. Obtenir des réponses affirmatives dès le début d'une confirmation. Obtenir des réponses affirmatives dès le début d'une conversation. Carnegie souligne que lorsqu'une personne commence par dire non, elle engage tout son être dans une posture de refus. Ses nerfs, ses muscles, son orgueil même, ce qui rend toute rétraction difficile. A l'inverse, en l'amenant à dire oui, on l'ouvre psychologiquement à l'accord. Inspiré par Socrate, célèbre philosophe grec, ce principe repose sur l'art de poser des questions qui suscitent un consensus évident. Cette méthode de persuasion progressive, appelée la méthode socratique, conduit l'interlocuteur à accepter finalement un point de vue qu'il aurait pu rejeter au départ. Carnegie illustre cette méthode par de nombreux exemples concrets. James Eberson, employé de banque, évite de perdre un client en le menant à dire oui à des questions simples et alignées sur ses intérêts personnels plutôt qu'en lui imposant un ultimatum. Joseph Allison, représentant commercial, sauve une vente de 700 moteurs en commençant par des points d'accord avec un client mécontent au lieu de chercher à se justifier. Eddie Snow, futur acheteur d'un arc, est convaincu d'acheter plutôt que de le louer, simplement parce que le vendeur l'a amené progressivement à dire oui à des évidences économiques. L'anecdote sur Socrate lui-même montre comment il évitait les confrontations frontales. Par des questions guidées, il amenait des gens à adopter des idées qu'il aurait d'abord combattues. Point clé du chapitre. Un non ferme est une barrière émotionnelle. Une fois prononcé, il devient difficile à renverser à cause de l'orgueil et du mécanisme défensif qu'il déclenche. Accumuler des oui crée un climat de coopération. Cela engage l'autre dans une dynamique psychologique d'ouverture. Commencer par les points communs, par les divergences. Cela crée une base solide pour la discussion. L'art de poser des bonnes questions, des questions évidentes, orientées vers le bien de l'interlocuteur,
facilite l'approbation. Socrate et la méthode des acquiescements, un exemple millénaire de sagesse et de persuasion efficace. Citation marquante du chapitre. Quand une personne dit non, tout son organisme se contracte dans une attitude de refus. Une goutte de miel attire plus de mouches qu'une pinte de fiel. L'Elcon. Qui marche doucement va loin. Proverbe chinois. Principe 14. Poser des questions qui font du oui immédiatement. Chapitre 15. La soupape de sûreté. Dans ce chapitre, Dale Carnegie nous livre une règle essentielle pour améliorer nos relations personnelles et professionnelles. Laissez parler notre interlocuteur. Il nous met en garde contre la tendance naturelle à monopoliser la parole ou à interrompre, surtout quand on pense que l'autre a tort. Or, pour convaincre quelqu'un, il faut d'abord le laisser vider son sac, s'exprimer librement, sans jugement ni coupure. Il illustre ce principe par de nombreuses histoires vraies et percutantes. Un vendeur muet, à cause d'une laryngite, obtient un contrat gigantesque, justement parce qu'il n'a pas pu parler. En laissant ses clients débattre librement, il les a convaincus par son silence. Une mère démunie, face à l'attitude de sa fille adolescente, change radicalement de méthode. Elle écoute sans juger ni interrompre. Résultat, sa fille se confie et leur relation s'améliore. Un candidat à un emploi réussit son entretien simplement parce qu'il encourage le recruteur à parler de lui-même et de ses débuts. En l'écoutant, il le valorise et décroche le poste. A l'inverse, une jeune conseillère financière qui parlait constamment de ses réussites finit par devenir appréciée dès qu'elle apprend à s'intéresser sincèrement aux autres. Enfin, Carnegie rappelle une vérité universelle. Nous aimons parler de nous-mêmes. En donnant cette opportunité à nos interlocuteurs, nous les offrons une preuve d'écoute, de respect et de considération, ce qui est bien plus efficace que tous les arguments du monde. Point clé du chapitre. Écouter, c'est déjà convaincre. Il faut souvent laisser l'autre s'exprimer pleinement avant d'espérer d'être écouté à son tour. Ne pas interrompre, même en cas de désaccord. La patience et l'attention sincère sont des outils bien plus puissants que la parole. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. C'est en les laissant faire qu'on gagne leur sympathie et qu'on gagne leur confiance. Les résultats viennent parfois du silence, comme le montre l'histoire du vendeur iPhone ou de l'entretien d'embauche réussi. Parler moins de soi, écouter plus les autres. Une clé pour tisser des liens solides, que ce soit en entreprise, en famille ou en société. Laissez donc l'autre vider son sac. Il ne vous écoutera pas tant qu'il ne sera pas libéré de toutes les idées qu'il brûle à exprimer. Même nos amis préfèrent nous entretenir de leur propre mérite plutôt que de nous écouter vanter les nôtres. La Rochefoucauld. Principe 15. Laissez votre interlocuteur parler tout à son aise. Chapitre 16. Pour obtenir la coopération d'autrui. Dans ce chapitre, Dale Carnegie explore une vérité fondamentale du comportement humain. Nous adhérons davantage aux idées que nous croyons avoir trouvées nous-mêmes. Plutôt que d'imposer son point de vue, il vaut mieux s'aimer des idées avec subtilité et laisser l'autre les faire germer dans son esprit. Cette approche développe naturellement la coopération, la motivation et l'adhésion. À travers plusieurs exemples concrets, dans la vente, la famille, le management ou même la politique, Carnegie montre qu'un petit ajustement de posture peut produire des résultats puissants. Écoutez, posez des questions, valorisez les avis, laissez l'autre formuler ses propres conclusions. Tout cela renforce la relation et pousse les autres à s'engager volontairement. Des figures comme un directeur commercial qui redonne confiance à son équipe, un décorateur qui transforme son approche client, ou encore le colonel House qui influençait le président Wilson sans jamais réclamer le mérite de ses idées, démontrent tous l'art d'influencer sans dominer. Point clé du chapitre. Les idées découvertes par soi-même sont plus convaincantes que celles imposées par autrui. Impliquer l'autre dans la réflexion, c'est lui donner un rôle actif et susciter un sentiment de responsabilité. L'art de suggérer subtilement, comme le fait le colonel House avec le président Wilson,
est une méthode d'influence redoutable. Le plaisir de créer ou de contribuer renforce l'adhésion, dans la vente comme dans la vie de famille. Même dans un contexte commercial, inviter l'autre à conseiller ou donner son avis renforce sa confiance et son engagement. Exemple marquant. Un manager d'équipe de vente stimule la coopération en demandant à ses collaborateurs ce qu'ils attendent de lui et ce qu'il peut apprendre d'eux. Un créateur de textile transforme ses pertes en gains en laissant son client influencer le design des produits. Un père de famille oriente les vacances selon les intérêts de sa fille et sa femme finit par proposer l'idée qu'il avait lui-même en tête. Un vendeur de matériel médical obtient un contrat en sollicitant humblement l'avis d'un expert qui finit par s'auto-convaincre de l'achat. Un guide touristique ne vend pas ses services mais laisse ses anciens clients témoigner à sa place. La preuve sociale fait le reste. Principe 16. Accordez à votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. Chapitre 17. Une formule pour accomplir des prodiges. Dale Carnegie livre ici une vérité clé de voûte des relations humaines. Adoptez sincèrement le point de vue de l'autre. Même si quelqu'un vous semble complètement dans l'erreur, il est convaincu du contraire. Il agit selon ses propres raisons que vous devez chercher à comprendre au lieu de juger. C'est la posture de sagesse, d'ouverture et de tact. En vous mettant à la place de l'autre, vous développez une compréhension profonde de sa personnalité, de ses motivations et donc une meilleure capacité à influencer, convaincre ou simplement apaiser les tensions. Carnegie illustre ce principe avec de nombreux exemples, du parc menacé par les feux de champ au retard de paiement d'une cliente, en passant par l'art de la vente ou les stratégies politiques de persuasion. Le maître mot est l'empathie stratégique. Se décentrer de son propre intérêt pour s'aligner provisoirement sur la vision d'autrui et ainsi obtenir sa coopération volontaire plutôt que forcée. Pour une clé du chapitre, même dans l'erreur, une personne croit être dans son bon droit. Comprendre cela évite bien des conflits. Il est facile de critiquer, mais exigeant et noble de comprendre. Se mettre sincèrement à la place de l'autre change la nature des échanges, de la confrontation à la collaboration. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie, famille, affaires, politique, éducation. Anticiper la pensée de l'autre, comme le recommande un professeur d'Harvard, est une compétence clé pour influencer efficacement. Exemple marquant. Le feu de camp dans le parc. Au lieu de menacer les jeunes, Carnegie choisit de dialoguer, comprendre leurs plaisirs et les convaincre doucement de sécuriser leur feu. Résultat, coopération au lieu de rébellion. Elisabeth Novak, cliente en retard de paiement, désamorce une situation conflictuelle en reconnaissant le point de vue du créancier. Il change alors d'attitude et lui propose une solution souple. Les vendeurs et les clients. Avant de présenter un produit ou une demande, posez-vous la question. Pourquoi ferait-il ce que je lui demande? Une stratégie qui maximise l'efficacité commerciale. Le professeur d'Harvard. Mieux vaut préparer soigneusement ces interactions en imaginant la perspective de l'interlocuteur que de foncer tête baissée. La méthode du bruit moderne. Avec le temps, Carnegie abandonne l'autorité pour l'écoute empathique. Cela transforme les comportements sans conflit. Principe 17. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Chapitre 18. Ce que chacun désire. Dans ce chapitre, Dale Carnegie nous révèle une phrase magique capable de désamorcer les conflits, d'apaiser les tensions et de créer une connexion humaine instantanée. Je comprends très bien votre attitude. Si j'étais vous, j'aurais probablement la même. Cette simple reconnaissance de l'autre, qu'elle soit exprimée verbalement ou par l'attitude, agit comme un baume relationnel. En mettant de côté l'orgueil et la tension de riposter, on gagne souvent en influence et en respect. L'auteur illustre cela par des anecdotes tirées de la vie professionnelle, artistique et personnelle. Qu'il s'agisse de calmer un auditeur furieux, de convaincre un directeur d'hôtel, d'aider une élève à progresser ou encore de gérer les caprices d'un artiste célèbre,
la clé est la même. Comprendre, valider le ressenti et ne pas juger. Point clé du chapitre. La plupart des gens n'attendent qu'une chose, être compris avec bienveillance. La reconnaissance sincère du point de vue de l'autre ouvre les portes du dialogue. Même en cas de critique ou de tension, répondre avec courtoisie et empathie transforme la relation. Ne jamais sous-estimer la force de la sympathie, même envers des attitudes irritantes ou incompréhensibles au premier abord. Une validation empathique, je comprends ce que vous ressentez, est souvent plus efficace qu'une justification ou un argument. Exemple marquant. L'auditrice furieuse, Carnegie reçoit une lettre cinglante après une erreur à la radio. Au lieu de répondre avec irritation, il la contacte personnellement et reconnaît son erreur. Résultat, ils deviennent presque amis. Le réparateur et le directeur d'hôtel. Au lieu d'imposer son point de vue, le technicien exprime sa compréhension des contraintes du directeur et obtient la permission de faire les réparations nécessaires. Babette et ses ongles. Une professeure de piano valorise d'abord les mains de son élève avant de suggérer un changement. La jeune fille décide d'elle-même de couper ses ongles. Sol Hurok et Chalipine. Le célèbre impresario n'argumente jamais avec le chanteur capricieux. Il sympathise avec ses malaises jusqu'à ce que Chalipine accepte de monter sur scène. Carnegie est la phrase magique. Si j'étais à votre place, je penserais probablement comme vous. Une formulation qui évite de heurter tout en créant un pont émotionnel. Principe 18. Accueillez avec sympathie les idées et les désirs des autres. Chapitre 19. Un appel apprécié de tous. Ce chapitre met en lumière une stratégie puissante et universelle. Faire appel aux sentiments élevés des autres. Dale Carnegie démontre que, quelle que soit la situation, nous gagnons davantage à valoriser l'honneur, l'intégrité, la générosité ou la bienveillance de notre interlocuteur plutôt qu'à le confronter. Les gens veulent paraître nobles et justes à leurs propres yeux. Même les pires criminels justifient leurs actes avec des idéaux. Ce besoin de reconnaissance morale peut être un levier d'influence extrêmement efficace, surtout quand on évite la confrontation directe. Plutôt que de menacer, d'exiger ou de démontrer que l'on a raison, il est bien plus productif de faire appel à la conscience, à l'honneur et au bon sens de l'autre, tout en lui offrant la possibilité de prendre une décision juste de lui-même. Point clé du chapitre. Chacun veut se considérer comme honnête et bon. Appuyez-vous sur cette image intérieure. Au lieu de confronter quelqu'un, faites appel à son sens de l'honneur, de la loyauté ou de la responsabilité. Même dans les litiges commerciaux, l'écoute empathique et la reconnaissance de la bonne foi de l'autre produisent des résultats bien supérieurs à la confrontation. Les sentiments comme l'amour pour sa mère, le respect de l'enfance ou l'engagement charitable peuvent convaincre davantage que les arguments froids ou juridiques. Faire confiance à la probité d'autrui pousse souvent celui-ci à se montrer digne de cette confiance. Exemple concret. Le propriétaire et son locataire. Au lieu de rappeler durement la loi, le propriétaire fait appel à l'honneur du locataire. Résultat, ce dernier décide de rester et de respecter ses engagements. Northcliffe et Rockefeller. Ils obtiennent ce qu'ils veulent en invoquant des sentiments nobles. L'amour maternel pour l'un, la protection de l'enfance pour l'autre. Cyrus Corty convainc une grande écrivaine d'écrire pour son journal en lui proposant un don caritatif au lieu d'un paiement personnel. Le garage et les factures impayées. Un employé transforme une situation conflictuelle en opportunité commerciale en écoutant sincèrement les clients et en faisant appel à leur honnêteté. Tous payent leurs dettes et 5 sur 6 achètent de nouveaux véhicules dans les 2 années suivantes. Principe 19. Faites appel aux sentiments élevés. Chapitre 20. Le cinéma le fait, la télévision le fait, pourquoi pas vous? Dans ce chapitre, Dale Carnegie insiste sur le pouvoir de la démonstration spectaculaire pour capter l'attention, convaincre et passer ses idées. Ce ne sont pas seulement les faits ou les arguments rationnels qui influencent les gens, mais la manière dont on les présente, notamment par des images fortes, des métaphores concrètes ou des mises en scène visuelles.
Le cinéma, la télévision et la publicité ont compris ce principe depuis longtemps. Ils ne disent pas, ils montrent, racontent et illustrent avec impact. Dans la vie quotidienne, au travail, dans l'éducation ou les négociations, vous pouvez aussi mettre en scène vos idées de manière visuelle, frappante, ludique ou symbolique. Carnegie illustre ce principe à travers des histoires vécues où des personnes, grâce à une mise en scène bien pensée, parviennent à changer des décisions, à capter l'attention ou à désamorcer un refus. Point clé. Les faits seuls ne suffisent pas. Pour convaincre, il faut frapper l'imagination et les émotions. Démontrer visuellement ou concrètement ces arguments rend le message plus fort, plus mémorable et plus convaincant. Une présentation spectaculaire interrompt la routine et capte immédiatement l'attention. Ce principe est aussi valable avec les enfants, les collaborateurs ou les clients. Créer un effet de surprise ou utiliser une mise en scène créative donne un avantage décisif dans la communication. Exemple concret. Le journal Philadelphia Bulletin combat une mauvaise réputation en rassemblant tous ses contenus non publicitaires dans un livre de 307 pages. Preuve concrète et frappante de sa richesse éditoriale. Le vendeur de caisse enregistreuse jette une poignée de pièces au sol pour illustrer la perte d'argent causée par l'attente à la caisse. Résultat immédiat, commande validée. Un père transforme le rangement en jeu de train pour faire participer ses enfants sans conflit. Une employée obtient un rendez-vous avec son patron grâce à une simple carte réponse personnalisée plutôt qu'en insistant par message. Un commercial aligne 32 postes de crème concurrents sur le bureau d'un industriel pour présenter son étude de marché. Le visuel remplace les discours et la négociation devient fluide. Principe 20. Démontrez spectaculairement vos idées. Frappez la vue et l'imagination. Chapitre 21. Vous déclenchez une réaction. Dans ce chapitre, Dale Carnegie montre comment le pouvoir du défi peut décupler la motivation des individus. Il ne s'agit pas de menacer ou de manipuler, mais de stimuler l'orgueil sain, le désir d'exceller, de se dépasser et de prouver sa valeur. Charles Schwab illustre ce principe en provoquant une compétition naturelle entre deux équipes d'ouvriers en inscrivant simplement un chiffre au sol. Le nombre de coulées réalisées par l'équipe précédente. Ce petit geste provoque un sursaut d'énergie et de productivité. Il ne s'agissait ni de promesses d'argent, ni de punitions, mais simplement d'émulation. À travers d'autres exemples, Roosevelt, Lewis, Lowes ou encore les théories modernes comme celle de Herzberg, Carnegie montre que l'appel au dépassement de soi est une motivation puissante, bien plus efficace que l'argent ou les ordres. Point clé. L'esprit de compétition sain est un levier puissant pour améliorer les performances. Le défi stimule l'ego positif, le besoin d'être reconnu comme compétent et valeureux. Les personnes de caractère aiment les défis parce qu'ils leur permettent de se prouver à elles-mêmes qu'elles peuvent réussir. Lancer un défi permet de créer de l'engagement sans contraindre, en déclenchant une motivation intrinsèque. La motivation la plus durable ne vient pas de l'extérieur, agent ou menace, mais du plaisir de se surpasser dans une mission qui a du sens. Exemple marquant. Charles Schwab déclenche une compétition entre équipes en inscrivant un simple chiffre au sol. Résultat, l'équipe la moins productive devient la meilleure. Theodore Roosevelt accepte de se présenter au poste de gouverneur après qu'un sénateur lui lance un défi viril. Lewis Lowes, initialement hésitant à diriger Sing Sing, accepte le poste quand on le provoque en l'appelant à devenir un as. Frédéric Herzberg démontre que ce qui motive profondément, ce n'est pas l'argent, mais un travail passionnant et stimulant. Harvey Firestone résume: ce qui pousse les hommes de valeur, ce n'est pas l'argent, c'est le défi. Principe 21. Lancer un défi. Quatrième partie. Soyez un leader. 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Chapitre 22. S'il vous faut corriger une faute, commencez ainsi. Corriger quelqu'un est souvent délicat. Dans ce chapitre,
Dale Carnegie nous montre l'art subtil de la critique constructive. Pour être efficace et bien acceptée, elle doit toujours commencer par un compliment sincère. Le principe est simple mais puissant. Quand une remarque commence par une valorisation, la personne visée est plus réceptive. Le compliment agit comme un savon avant le rasage, comme le faisait remarquer Carnegie. Il adoucit, détend, désarme. À travers des anecdotes historiques, Calvin Coolidge, McKinley, Abraham Lincoln et contemporains, employeurs, chefs d'entreprise, formatrices, Carnegie illustre comment le tact, la reconnaissance et l'estime peuvent transformer une critique en opportunité de croissance au lieu d'un affront. Le chapitre prouve que la bienveillance n'affaiblit pas l'autorité, elle la renforce. Et dans le monde du travail, comme dans la vie personnelle, cette approche crée de meilleures relations, plus de coopération et des résultats plus durables. Point clé. Commencez par un éloge sincère avant d'émettre une critique. Cela adoucit le message et favorise l'écoute. Le compliment crée une ouverture mentale et émotionnelle qui rend la personne plus réceptive. Même une critique nécessaire peut être exprimée avec respect, diplomatie et tact. La reconnaissance sincère crée un climat de confiance, même dans les situations délicates. Ce principe s'applique aussi bien aux leaders qu'aux collègues, aux professeurs, aux parents, aux amis ou aux conjoints. Exemple par là. Coolidge, habituellement réservé, commence par un compliment avant de signaler une erreur de ponctuation à sa secrétaire. McKinley, en pleine campagne présidentielle, valorise un collaborateur avant de rejeter son discours inadapté. Lincoln, face à un général fautif, commence par reconnaître ses qualités avant de formuler ses critiques avec tact et retenue. Go, envoyé résoudre un conflit de livraison, flatte la fierté de son interlocuteur, ce qui désamorce toute tension. Dorothy Roboski, manageuse, choisit de valoriser les points forts d'une employée avant de corriger ses lacunes. Résultat, l'employé progresse au lieu d'être renvoyé. Principe 22. Commencez par des éloges sincères. Chapitre 23. Comment corriger les autres sans vous faire détester. Corriger quelqu'un sans provoquer le rejet, de frustration ou de ressentiment est un art subtil. Dans ce chapitre, Dale Carnegie montre comment faire remarquer les erreurs des autres de façon indirecte, avec tact, pour que la personne conserve son estime de soi et reste réceptive. Des leaders tels que Charles Schwab et John Wanamaker savaient que la critique directe est souvent contre-productive. En optant pour une approche bienveillante et parfois même humoristique, ils obtinrent de meilleurs résultats que s'ils avaient choisi le blâme ou l'autoritarisme. Un des outils clés proposés ici est de remplacer le mot « mais » par « et » lorsqu'on fait suivre un compliment d'une suggestion d'amélioration. Cette astuce linguistique change le ton, élimine la contradiction implicite et renforce la crédibilité du compliment. Carnegie recommande aussi d'utiliser l'exemple personnel ou le questionnement plutôt que l'ordre ou le reproche. Cette méthode valorise l'autre tout en le guidant avec finesse vers le changement. Point clé du chapitre. Faites vos remarques de manière indirecte, c'est plus respectueux et plus efficace. Remplacez le mot « mais » par le mot « et », cela évite de saboter un compliment sincère. Encouragez par l'exemple ou l'illustration, pas par la critique sèche. La diplomatie est souvent plus persuasive que l'autorité brute. La valorisation subtile peut inciter au changement bien que la réprimande. Exemple inspirant. Charles Schwab, au lieu de gronder des ouvriers qui fumaient sous un panneau défense de fumer, leur offre des cigares et leur demande gentiment de fumer dehors. Wanamaker, voyant des vendeuses négliger une cliente, ne dit rien, mais la sert lui-même. Une leçon silencieuse mais puissante. Marge Jacob, confronté à des ouvriers peu soigneux, leur fait indirectement comprendre son attente en louant un changement qu'elles avaient orchestré elles-mêmes. Le sergent-chef Kaiser, pour faire respecter la coupe militaire, donne l'exemple au lieu d'imposer une règle sèche. Madame Abbott, pour ne pas vexer son mari pasteur, détourne poliment une critique en complimentant l'écriture pour un autre usage.
Principe 23. Faites remarquer erreurs ou défauts de manière indirecte. Chapitre 24. Parlez d'abord de vos erreurs. Dans ce chapitre, Dale Carnegie démontre qu'il est beaucoup plus efficace de commencer par reconnaître ses propres fautes avant de corriger celles des autres. Cette attitude d'humilité désarme la résistance naturelle à la critique et crée un climat de confiance propice à la progression. À travers des anecdotes concrètes et marquantes, Carnegie illustre comment cette stratégie peut transformer les rapports humains, qu'ils soient professionnels, personnels ou même politiques. Lorsqu'on souligne ses erreurs passées, on humanise la critique. La personne en face ne se sent plus jugée, mais épaulée. Point clé du chapitre. Avant de corriger, commencez par vos propres erreurs. Cela crée un pont d'empathie. L'humilité inspire l'écoute. Admettre ses défauts n'affaiblit pas votre autorité, au contraire. Corriger sans se placer au-dessus permet à l'autre de rester respectif sans se sentir rabaissé. Parlez avec le cœur plutôt qu'avec supériorité. Vous touchez plus profondément votre interlocuteur. Le bon exemple est plus puissant que le bon conseil. Exemple parlant. Dale Carnegie parle à sa jeune secrétaire Joséphine de ses propres débuts difficiles avant de lui faire une remarque. Cela la met à l'aise et la pousse à s'améliorer. A.J. Dilliston, ingénieur canadien, utilise son propre carnet d'erreurs d'orthographe pour inciter sa secrétaire à progresser sans blâme direct. Le prince von Bülow, face à l'arrogant Kaiser Guillaume II, s'humilie après une erreur de communication. Grâce à des éloges bien placés, il transforme une tension en rapprochement. Clarence Zoressen, père d'un adolescent fumeur, reconnaît qu'il est lui-même un mauvais exemple. Résultat, son fils décide d'arrêter et lui aussi. Principe 24. Mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres. Chapitre 25. Personne n'aime recevoir des ordres. Dans ce chapitre, Dale Carnegie souligne une vérité fondamentale du comportement humain. Nous détestons recevoir des ordres directs. Être commandé froisse notre ego, suscite de la résistance, voire une rancune durable, même quand l'ordre est justifié. A l'inverse, poser des questions permet d'amener les gens à faire ce que vous souhaitez sans heurte, avec leur pleine adhésion. Les bons leaders l'ont compris. Suggérer, proposer, questionner, voilà comment inspirer l'action plutôt que l'imposer. Ce principe ne fait pas que préserver l'harmonie, il stimule l'engagement, la créativité et la coopération. En impliquant l'autre dans le processus, on crée un climat de responsabilité partagée. Point clé. Donner des ordres directs crée du ressentiment, même quand on en a raison. Poser des questions donne un sentiment de choix et de participation. Les gens adhèrent mieux à une décision quand ils ont aidé à la construire. Cette méthode favorise la créativité et l'autonomie. Un bon leader influence subtilement au lieu de contraindre. Exemple concret. Owen D. Young, éminent économiste, ne donnait jamais d'ordre direct. Il posait des questions comme: pensez-vous que cela serait mieux ainsi? Ou pourriez-vous essayer cela? Résultat, ses collaborateurs agissaient avec motivation. Dans un lycée du Wyoming, un professeur humilie un élève pour une faute: avoir mal garé sa voiture. Résultat, rancune et rébellion collective. Un simple ton plus aimable aurait tout changé. Jean-Marc Donald, patron d'une usine en Afrique du Sud, propose un défi à ses ouvriers. Grosse commande à livrer rapidement. Plutôt que de leur ordonner de travailler plus, il les réunit, leur explique la situation et leur pose des questions. Ce sont eux qui trouvent des solutions et réclament d'accepter la commande. Conseil pratique pour la vie quotidienne. Au lieu de dire « range immédiatement ta chambre », dites « penses-tu que ta chambre est dans un bon état pour accueillir un ami ?» Plutôt que « ne fais pas ça comme ça », essayez « comment pourrais-tu aborder ce problème différemment ?» Principe numéro 25. Posez des questions plutôt que de donner des ordres directs. Chapitre 26. Comment ménager l'amour-propre de votre interlocuteur. Dans ce chapitre, Dale Carnegie nous enseigne une règle d'or des relations humaines.
Sauver la face. Peu importe la faute ou la situation, il est crucial de préserver la dignité de notre interlocuteur. Blesser l'amour-propre de quelqu'un peut avoir des conséquences durables, voire irréparables. Le chapitre regorge d'exemples où le tact, la considération et une bonne dose d'empathie permettent de corriger une erreur ou de gérer une situation délicate sans humilier la personne concernée. Que ce soit un renvoi, une erreur professionnelle ou une critique, tout peut être dit avec respect. En permettant aux autres de garder leur dignité, on renforce leur estime d'eux-mêmes, leur loyauté et leur envie de s'améliorer. Et comme le résume si bien Saint-Exupéry, ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense de lui, mais ce que lui pense de lui-même. Blesser un homme dans sa dignité est un crime. Point clé du chapitre. L'ego est sacré. Humilier quelqu'un détruit plus que vous ne le croyez. Préserver l'amour-propre renforce la coopération et la loyauté. Un bon leader agit avec tact, même quand il doit faire des remarques difficiles. Les gens n'oublient pas comment vous les avez fait se sentir. On peut corriger une erreur sans briser l'estime de soi de l'autre. Exemple concret. General Electric et Stan Max. Ce génie de l'électricité ne savait pas gérer une équipe. Plutôt que de le retrograder brutalement, l'entreprise lui donna une nouvelle titre honorifique sans responsabilité de gestion. Il fut content et tout le monde aussi. Licenciement avec tact. Au lieu de dire froidement à un employé qu'il est remercié pour cause de saisons creuses, M. Ganger évoquait son bon travail, lui exprimait sa confiance et laissait la porte ouverte à un retour. Résultat, les employés partaient sans rancœur. Erreur en réunion. En Amazon, jeune cadre marketing avoue une erreur devant toute l'équipe. Son patron, au lieu de l'humilier, la soutient publiquement. Elle en ressort plus motivée que jamais. Erreur de ton entreprise. Erreur de ton en entreprise. Un vice-président ridiculise un cadre devant ses collègues. Ce dernier quitte l'entreprise peu après, bien qu'il ait été compétent. Une perte nette causée uniquement par le manque de respect. Conseil pratique. Avant de corriger quelqu'un, demandez-vous: comment puis-je lui faire passer le message sans toucher à sa dignité? Dans les situations sensibles, parlez en privé, valorisez d'abord, puis suggérer des axes d'amélioration sans jugement. Principe 26. Laissez votre interlocuteur sauver la face. Chapitre 27. Comment stimuler les hommes. Dans ce chapitre, Dale Carnegie expose une vérité essentielle et universelle. L'éloge sincère est un levier de transformation humaine. À travers des histoires concrètes, il démontre que reconnaître et valoriser le moindre progrès peut réveiller le potentiel caché chez n'importe qui, un enfant, un employé ou même un futur génie. Plutôt que de critiquer ou de punir, Carnegie prône la reconnaissance, l'encouragement et le renforcement positif. L'être humain, comme tout être vivant, a besoin de chaleur et de lumière pour grandir. Le compliment sincère, précis et motivé est cette lumière. Il ne s'agit pas de flatterie vide, mais d'une attitude profondément humaine et bienveillante, capable de métamorphoser des vies. Point clé du chapitre. L'éloge est au cœur de la croissance personnelle. Il réchauffe l'âme et donne envie de s'améliorer. Louer des choses précises, pas des généralités, la sincérité se mesure à la justesse de l'observation. Même un petit progrès mérite d'être reconnu. Chaque encouragement est une sémence de confiance. Ce qui est valorisé se renforce. Ce qui est ignoré s'étiole. Encourager, c'est éveiller les potentiels dormants. Exemple puissant. Peter Ballot et ses chiens. À chaque progrès, une caresse ou un morceau de viande et ça marche. Pourquoi n'en ferions-nous pas autant avec les humains? Caruso. Son professeur l'humilie, mais sa mère croit en lui et l'encourage. Elle a réveillé un génie. Charles Dickens. Affamé, humilié, il retrouve espoir quand un éditeur reconnaît enfin son talent. H.G. Wells. Désespéré, il reçoit une lettre d'un ancien professeur qui l'encourage. Ce message change sa vie et sa destinée littéraire. Un couple et leurs enfants. En changeant leur critique en compliments, ils transforment la dynamique familiale. Kate Cooper et son employé. Un simple compliment motivé
sur un bon travail sauve un poste et révèle un collaborateur dévoué. Conseil d'application. Ouvrez l'œil pour détecter le moindre progrès, aussi discret soit-il. Félicitez chaleureusement, précisément, immédiatement. Bannissez la flatterie creuse, soyez sincère ou abstenez-vous. Appliquez cela partout, en famille, au travail, même avec vous-même. Principe 27. Louez le moindre progrès et louez tout progrès. Faites cela chaleureusement et généreusement. Chapitre 28. Comment inciter l'autre à se dépasser. Ce chapitre met en lumière un levier puissant de transformation personnelle et professionnelle. Offrir à quelqu'un une réputation à mériter. Dale Carnegie nous montre que lorsque vous exprimez votre foi dans les qualités d'une personne, même si elles ne sont pas encore pleinement manifestées, vous créez en elle un élan d'aspiration et de dépassement. Au lieu de critiquer ou de sanctionner, donnez à l'autre l'image valorisante de ce qu'il pourrait devenir. Cette image agit comme un miroir positif. Elle suscite l'effort, renforce la confiance et incite à adopter les comportements attendus. C'est une forme d'éducation bienveillante et stratégique qui s'appuie sur l'estime plutôt que la réprimande. Point clé. Ciblez les qualités potentielles chez une personne et parlez-lui comme si elles étaient déjà bien ancrées. Créer une image valorisante pousse l'autre à vouloir la mériter. Créer un moteur de motivation authentique. Les gens veulent être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, quand ces attentes sont positives. Le langage valorisant, tu es toujours fiable, j'ai confiance en toi, produit plus d'effet qu'un ordre ou une critique. Changer la perception de quelqu'un à de lui-même, c'est changer son comportement. Exemple inspirant. Bill, le mécanicien, en le traitant comme un expert reconnu, son chef le pousse à se ressaisir avec fierté. Bridget, la femme de ménage, un mot gentil et une suggestion respectueuse suffisent à transformer son engagement professionnel. Marie, la plongeuse, une phrase simple. Vous ne connaissez pas les trésors que vous avez en vous. Réveillez chez elle une transformation physique, morale et sociale. Jacques, le directeur de supermarché, flatté par l'idée qu'il est, capable de changer d'avis face à de bons arguments, il accepte de réexaminer une offre commerciale. Tommy, l'élève infernal, en lui donnant une image de leader modèle, sa nouvelle instructrice réussit à l'amener à se comporter en élève exemplaire. Dans votre vie personnelle ou professionnelle, essayez ceci. Remplacez la critique par une prophétie valorisante. Je sais que tu es capable de. Je t'ai toujours vu comme quelqu'un de fiable. Formulez les attentes comme des affirmations sur des qualités déjà présentes. Cela crée un appel à l'action sans conflit. Utilisez cette méthode pour aider vos enfants, collaborateurs ou proches à évoluer positivement. Donnez du pouvoir aux gens par vos mots. Faites-leur confiance avant qu'ils ne croient en eux-mêmes. Principe 28. Donnez une belle réputation à mériter. Chapitre 29. Comment favoriser les progrès. Ce chapitre met l'accent sur l'incroyable pouvoir de l'encouragement bienveillant et de la stimulation positive pour aider quelqu'un à progresser. Dale Carnegie explique que souligner les erreurs ou rabaisser les capacités d'une personne étouffe sa motivation. A l'inverse, mettre en lumière les réussites, même modestes, et souligner les progrès permet de déclencher une spirale de réussite. À travers des récits concrets, du danseur débutant au jeune garçon en échec scolaire, l'auteur démontre que l'apprentissage devient plus rapide, plus profond et plus durable lorsqu'on transforme les difficultés en défis surmontables et les critiques en encouragement. Point clé. Encourager, c'est nourrir l'envie de progresser. Faire paraître l'erreur facile à corriger stimule l'action au lieu de bloquer l'élan. Faire croire à quelqu'un qu'il possède un talent, c'est lui permettre de le développer de son propre gain. L'apprentissage est plus efficace lorsqu'il est associé à la joie, la valorisation et des objectifs atteignables. Même des enfants jugés irrécupérables peuvent s'épanouir avec une méthode basée sur l'encouragement. Exemple inspirant. Le fiancé maladroit en danse, découragé par un prof dur, il progresse rapidement avec une prof bienveillante qui croit en lui. Dale Carnegie et le bridge. Encouragé à essayer parce qu'on lui a dit qu'il a la mémoire pour ça,
il a osé se lancer. Ellie Culberstone, futur expert du bridge, il débute grâce à une remarque flatteuse de son épouse qui voit en lui un potentiel. David, enfant en difficulté scolaire, jugé retardé, il devient excellent grâce à l'encouragement méthodique et progressif de son père. Pour aider quelqu'un à progresser, essayez cette stratégie. Soulignez ce qui est juste, même s'il en reste des erreurs. Rendez l'objectif atteignable, découpez en étapes, chronométrez les progrès, célébrez chaque victoire. Traitez les erreurs comme des occasions d'apprendre et non comme des fautes. Mettez en valeur les petits progrès visibles, c'est un carburant puissant. Faites croire aux capacités latentes, parfois enfuies, de ceux que vous guidez. Principe 29. Encouragez que l'erreur semble facile à corriger. Chapitre 30. Comment motiver? Dans ce chapitre final, Dale Carnegie met en lumière un principe puissant de leadership et de persuasion. Les gens coopèrent davantage lorsqu'ils sont heureux de faire ce qu'on leur propose. Pour cela, il faut savoir présenter les demandes de manière valorisante en les reliant aux intérêts, désirs et aspirations de l'autre. Au lieu d'imposer, il s'agit de faire appel à l'estime personnelle, créer un sentiment d'importance et donner un sens positif à l'action demandée. Que ce soit dans les hautes sphères de la diplomatie ou dans les petites corvées du quotidien, cette approche augmente considérablement l'efficacité et la coopération. Point clé. Présenter une demande comme un honneur ou une responsabilité valorisante renforce l'adhésion. Adapter son discours à ce qui motive réellement l'autre permet d'éviter les conflits et les refus. Suggérer des avantages personnels liés à l'action demandée favorise la motivation. Faire preuve de finesse psychologique transforme une tâche en opportunité ou en fierté. Même les hoquets, à leur place, compliments, titres, récompenses sont de puissants leviers de motivation. Exemple inspirant. Le colonel House, en flattant l'écho de Brian, parvient à lui faire accepter son éviction d'une mission importante. Wilson, en nommant Mark Haddo ministre, lui donne l'impression de lui rendre service, renforçant ainsi son engagement. Le petit Jeff, motivé par une récompense et un défi ludique, ramasse les poires avec zèle. Une employée négligente, transformée en responsable des étiquettes, se prend au jeu de son nouveau rôle avec sérieux. Un garnement promu détective se met à protéger une pelouse qu'il ravageait auparavant. 6 étapes pour motiver efficacement quelqu'un. 1. Soyez sincère, ne faites pas de promesses que vous ne tiendrez pas. 2. Sachez précisément ce que vous attendez de l'autre. 3. Mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qui l'anime? 4. Soulignez les bénéfices qu'il pourra en tirer. 5. Alignez vos demandes avec ses propres désirs. 6. Formulez votre proposition comme une opportunité valorisante et non comme une contrainte. Principe 30. Rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez.